Salut! À l'heure où je te parle, j'ai déjà traversé la France, la Belgique, l'Allemagne et le Danemark, où j'ai pris un ferry à Hirtshals, direction le port de Bergen. Je te présente ma moto, une F750 GS spécialement équipée pour l'occasion, qui sera ma compagne de route tout au long de cette aventure de plus de 4000 km jusqu'au Cap Nord. En passant par les fjords, j'avais la garantie de découvrir des paysages extraordinaires au panorama époustouflant. La pluie faisait pleurer les montagnes, donnant naissance à de magnifiques cascades qui en faisaient oublier le mauvais temps. Au départ de Paris, je n'avais pas l'intention de visiter la Norvège. Avec 3 semaines devant moi, j'avais tout juste le temps d'atteindre mon objectif et de rentrer. C'était sans compter sur la rencontre avec un voyageur sur une aire d'autoroute en Allemagne. Ce dernier me vanta tellement la beauté d'une petite ville au pied d'un fjord que je ne puis que modifier mon itinéraire. Cette ville, c'est Geiranger. Même s'il est coutume de penser qu'en Norvège on ne vient pas pour avoir du soleil, j'ai été relativement épargnée. En plein mois d'août, c'est exclusivement dans le sud du pays que la pluie se présentait de manière localisée. Fin grésil ou gros déluge ne durait jamais longtemps au fil des kilomètres parcourus. C'est ainsi qu'au détour d'un tunnel, la météo pouvait changer du tout au tout. Et comme tout à l'heure j'évoquais les tunnels, laisse-moi te montrer un aperçu des quelques dizaines de kilomètres de galeries souterraines que j'ai traversées. Pouvant s'étendre sur plusieurs kilomètres, à travers les montagnes ou sous les mers, il m'est arrivé de perdre plus de 10 degrés entre l'extérieur et l'intérieur, pouvant rendre la traversée assez interminable tant le froid me saisissait. C'est vers 17 h que j'atteignis la ville. Le ciel s'éclaircissait, laissant présager une nuit sans risque de précipitation. Dans ce pays, décrit comme l'un des plus chers d'Europe, les campings sont chers, aux alentours de 30 €. Mais cela est moindre comparé au prix des hôtels et locations touristiques. J'avais donc envisagé de passer le plus de nuits possible en tente pour limiter le coût de mon voyage. Le camping sauvage est autorisé dans toute la Norvège, mais ce n'était pas une option pour moi. Les aires de camping donnaient lieu à des commodités telles que des sanitaires propres, des douches bien chaudes et, cerise sur le gâteau, des espaces cuisine qui étaient parfois dotés de chauffage et, dans certains cas, comme ici, de quoi laver et sécher son linge. Le grand luxe. Le voyageur sur l'autoroute allemande avait raison. Geiranger était vraiment magnifique. J'eus un coup de cœur pour cet endroit où je pris la responsabilité d'adopter un petit autochtone pour me tenir compagnie. Suite à cette bonne action, il ne me restait plus qu'à lever le camp pour continuer ma route vers le nord.
Après ce détour très plaisant, il me fallait regagner la route du Nord, ou plus exactement le 6 qui traverse la Norvège du nord au sud. Par ce temps ensoleillé, ce fut un plaisir de revenir sur mes pas et de redécouvrir le fjord de Geiranger comme je ne l'avais encore jamais vu. La route était sinueuse et bien sèche, ce qui fut l'occasion de s'amuser un peu en virage. Les décors étaient sublimes et je fus régulièrement ralenti par le besoin, presque obsessionnel, de m'arrêter pour prendre des photos. Ce jour-là, je n'ai pas fait beaucoup de kilomètres, tant j'étais émerveillé par la beauté du paysage. Ce que j'ignorais encore, c'est que je n'étais pas au bout de mes surprises. Maintenant que j'y pense, je ne t'ai pas présenté Wilson. Cet oiseau de la famille des macareux est une espèce présente en Norvège, notamment sur les îles Lofoten. Le temps me manquait, mais je me suis promis de revenir un jour pour les observer en chair et en plume. Je suivis donc le 6 jusqu'à atteindre la prochaine étape de mon voyage, la partie nord de la Norvège. Pour te donner une idée, le nord de la Norvège commence à peu près au même niveau que la partie nord de l'Islande. Je m'apprêtais donc à franchir la frontière du cercle polaire. Les nuits étaient de plus en plus claires et de plus en plus courtes. Ma tente occultante n'était donc pas de trop pour ne pas perturber mon sommeil. Comme tout touriste qui se respecte, je marquai un arrêt à l'Arctic Circle Center où je m'acclimatais à la nouvelle ambiance des magasins de souvenirs à base de produits dérivés de l'élevage du renne. Après avoir apporté ma pierre à l'édifice, mon chemin me conduisit jusqu'à Bogne, où la traversée en ferry était nécessaire pour rejoindre l'autre rive. Rien de surprenant pour moi, puisque c'était déjà la deuxième fois que je rencontrais cette situation. C'est donc en pleine confiance que je laissai l'agent scanner ma plaque, que j'attendis son autorisation d'embarquer et que je positionnai ma moto sûr de moi selon les directives que je recevais. Au paroxysme de la fierté que je ressentais envers moi-même, je me rendis compte que finalement, je n'avais pas embarqué sur le bon ferry. La traversée qui ne devait durer que 30 minutes en compta le triple. Pour faire contre mauvaise fortune bon cœur, j'eus tout le loisir de profiter du spacieux salon et de sa cafétéria en dégustant un café latte avec un petit encas bien d'ici. Les Norvégiens sont les rois du flux libre. Pour payer les autoroutes et les ferries, il suffit d'inscrire son véhicule sur des plateformes en ligne. Pour ma part, j'ai utilisé iPass24, dont j'ai appris l'existence à bord du ferry pour Bergen qui en faisait la promotion. Cette erreur d'itinéraire me fit perdre une bonne demi-journée. Mais ce fut un réel plaisir de parcourir une partie de la Norvège que je n'avais pas envisagée. Les nuages se faisaient de moins en moins fréquents, révélant les couleurs éclatantes de cette nature encore préservée. La température de 19 degrés était idéale pour avancer toujours plus vers le nord, à la conquête des terres boréales et plus précisément du comté de Finnmark.
Si au départ j'appréhendais de ne pas trouver d'endroit où passer la nuit et de me retrouver coincé à une heure tardive complètement épuisé, je compris rapidement que le cas se présenterait difficilement. Tout au long de l'E6, des panneaux de signalisation indiquaient régulièrement des espaces de camping. Accoutumé alors à ne sélectionner mon point de chute qu'au dernier moment, plus en fonction du nombre de kilomètres parcourus que de l'heure, il m'est arrivé de me faire surprendre par la fatigue. Perdant en lucidité et n'ayant repéré aucun camping depuis plusieurs kilomètres, je décidai de quitter le 6 pour un endroit plus reculé. En dehors de l'itinéraire habituellement emprunté par les touristes qui rejoignent le Cap Nord, l'endroit était très différent de ce que j'avais pu voir jusque-là. C'est hésitante et quasi à bout de force que je m'aventurais dans les allées à la recherche d'une tente qui me garantirait une place pour planter la mienne. En vain. C'est alors que je fis la rencontre d'une Norvégienne, conductrice de poids lourd en vacances, qui arrangea mon affaire. Je pus alors m'installer entre deux caravanes avant de passer une soirée inopinée avec mes nouveaux amis. J'arrivais à la dernière étape de mon voyage. La nature devenait plus rocailleuse, les arbres se faisaient plus rares et l'herbe était rase. J'étais, une fois n'est pas coutume, sous le charme de ce mélange parfait entre terre et mer. Tu l'as peut-être remarqué, la vitesse réglementaire varie entre 70 et 80 km/h sur les axes les plus rapides en dehors des autoroutes. Souvent abaissée, notamment dans la majorité des nombreux tunnels de mon itinéraire, il existe de nombreuses portions à 50, même en dehors des villes. À part autour de Bergen, je n'ai pas rencontré de radar. Mais dans le Finland, alors que j'observais un troupeau de rennes, deux motards ont jugé bon de m'avertir que des policiers patrouillaient à la recherche de voyageurs trop pressés. Il peut être en effet tentant d'appuyer un peu sur le champignon ou d'essorer la poignée de gaz, tant les distances et la durée qu'il faut pour les parcourir sont élevées. Le régulateur de vitesse bien en main et mon objectif se rapprochant, je n'avais pas de raison particulière de m'inquiéter. Puisque voyager seul réserve souvent des surprises, il est temps de faire une parenthèse pour évoquer les quelques difficultés que j'ai rencontrées. N'ayant eu aucun problème de ravitaillement entre Bergen et le Nordland, je manquais de tomber en panne d'essence dans cette région. Alors que les stations-service étaient assez régulières sur le reste du parcours, il existe une zone où je me suis engagé avec une centaine de kilomètres d'autonomie et où soudainement l'endroit s'est retrouvé désert de toute station essence. Dans une zone où je n'ai croisé quasiment aucun autre véhicule, j'ai dû rouler pendant près d'une heure à 50 km/h pour pouvoir faire le plein.
La F750 GS est une bonne moto pour voyager, mais elle mériterait de pouvoir contenir quelques litres supplémentaires dans son réservoir. C'est aussi une moto que je trouve très lourde. Pour entretenir la chaîne, la mettre sur sa béquille centrale avec les valises était mission impossible, mais j'ai trouvé la combine pour la redescendre. La dernière chose, c'est le pinlock tout neuf, que j'avais remplacé juste avant de partir, qui a décidé une nouvelle fois de s'échapper pendant que je roulais. Suite à cette deuxième mésaventure, un inconfort de la tête récurrent, une housse qui ne tenait pas en place et soupçonnant un défaut de la marque, ce fut le dernier voyage de ce casque que je ne recommanderais pas. La particularité de la région du Finnmark, hormis des paysages à couper le souffle, c'est l'omniprésence des rennes. Pas farouches pour un sou, on les trouvait souvent plantés au milieu de la route, nonchalants, ignorant complètement les automobilistes forcés de s'arrêter. Le vent du nord se faisant de plus en plus tranchant à mesure que je me rapprochais du pôle, j'eus une pensée compatissante pour Wilson, blotti dans ma poche depuis plus de 1000 km, subissant les aléas du climat autant que moi. Entre lui et moi, c'était maintenant à la vie, à la mort, et c'est ensemble, main dans l'aile, que nous atteignîmes à cet instant les limites du continent européen.